Pour le meilleur et pour la terre, avec Ariane Lee, Simard Côté. Ce matin, dans notre chronique hebdomadaire pour le meilleur et pour la terre, où on explore comment renouveler son engagement face à soi, aux autres et à la planète dans une approche plus durable avec Ariane Lee, Simard Côté. Bonjour Ariane Lee. Bonjour Charles. On reçoit un invité de marque cette semaine, un homme de science, d'humour et de cœur, Boucar Diouf. Bonjour Boucar. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Alors, c'est pas banal, Ariane Lee, Simard Côté, la raison pour laquelle on parle avec Boucar, qu'on voit un peu partout dans le Vieux-Longueuil, mais là, on peut enfin lui parler. Mais oui, en fait, Boucar, mon Dieu, qui se passe presque de présentation, qu'on est très, très heureux d'avoir avec nous. En fait, voilà, il démarre son tout nouveau spectacle et il est en rodage. En fait, il sera en rodage à la salle Carpe Diem pour 4 dates. Et puis, je l'ai invité ce matin à ma chronique parce que tu sais que j'aime aborder la façon dont on peut améliorer nos relations à soi, aux autres, à la planète. Oui. Et là, le thème de son spectacle est tout à fait inédit. Je vais le laisser nous le présenter. 3 prédateurs et un bungalow. J'aime le titre d'abord. J'adore le titre. On va parler aussi d'animaux de compagnie. Boucar, tu veux nous parler de ton nouveau spectacle? Oui, moi, c'est effectivement, le titre, c'est 3 prédateurs et un bungalow, parce que c'est quand même très rare dans la nature, une espèce comme l'espèce humaine qui habite dans sa maison avec 2 espèces complètement différentes. C'est vrai, hein? Qui sont des prédateurs. Effectivement. Mais des prédateurs qui lui ressemblent un peu, mais pas. Le chien et l'humain, c'est 2 animaux sociaux qui sont très extravertis. Puis, tu as à côté le chat qui est un prédateur solitaire, un prédateur crépusculaire. Et puis, des fois, tu as l'impression que les 3 vivent sur 3 planètes différentes. Puis, c'est ça, j'ai toujours voulu aborder ce sujet-là parce que j'ai grandi dans une ferme avec ces animaux-là. Puis, je voulais raconter cette histoire parce que je pense qu'il y a quelque chose de fascinant là-dedans quand on retourne dans l'histoire, de leur arrivée auprès de l'humanité. Effectivement. Puis en plus, il y a un élément quand même particulier, c'est qu'ils dépendent de nous pour se nourrir. Donc, c'est sans doute une des raisons pour lesquelles ils sont assez cléments, ils sont gentils avec nous. Je pense que c'est juste parce qu'on les nourrit qu'ils nous aiment. Je sais pas, je me pose la question. Boucar? Mais il y a une partie c'est un peu vrai, mais je pense que le chien, lui, on l'a dénaturé beaucoup parce que ça fait 15 000 ans qu'on l'a domestiqué. C'est le CIF qui fait consensus. Ah oui, 15 000 ans qu'on a domestiqué le loup pour le sélectionner pour en faire le chien. Et 15 000 ans, c'est beaucoup. Donc, le chien, lui, je pense qu'il a perdu beaucoup de ses capacités à se nourrir. Certains chiens, parce qu'il y en a encore qui sont efficaces. Mais le chat, lui, c'est toujours gardé une réserve. Le chat, la différence avec le chien, c'est que le chien, on l'a désiré, le loup, on l'a domestiqué, on l'a transformé de toutes les façons imaginables. Le chat, apparemment, le consensus veut qu'on l'ait apprivoisé, sans chercher à le changer, parce qu'il est arrivé et on a vu qu'il pouvait s'occuper des greniers au début de l'agriculture, et on a dit, laissez-le là. Et les chats, on a commencé à les sélectionner à l'époque victorienne, alors que le chien, ça fait au moins 15 000 ans qu'on le travaille. Donc le chat, de temps en temps, il va sortir et capturer un oiseau pour te montrer qu'il n'est pas très dépendant de toi, en fait. C'est pas un cadeau qu'il nous rapporte, là. On pense à tort que c'est un cadeau. Oui, non, c'est pas un cadeau du tout. Okay. C'est parce qu'il attrape son oiseau, puis d'habitude, le chat sauvage, le chat a été domestiqué à partir du chat ganté, qui en biologie, on l'appelle Felis sylvestris libica, de la Libye. Alors, son territoire d'origine, c'est l'Afrique du Nord, la péninsule arabique et le Sahel, d'où je viens. Quand j'étais jeune, on voyait ces chats de gouttière. Le chat ganté, on le voyait dans nos baobabs, là. On les voyait souvent. Et donc, et quand il vient, habituellement, quand il chassait sa proie, il venait le manger dans son antre dans lequel il habite pour se protéger parce que c'est un prédateur vulnérable, tu sais. Puis, il continue de le faire. Quand il attrape l'oiseau, il le garde vivant. Très souvent, les félins vont l'utiliser pour apprendre à leurs petits comment faire. À chasser. Wow. Ou alors, il l'amène à l'endroit où le plus sécuritaire pour le manger. Et en arrivant, il se souvient que son ton était pas mal meilleur que l'oiseau et qu'il l'abandonne là. Tu sais. Oui, je crois que c'est pas c'est un cadeau qu'il te fait en arrivant. C'est ça, hein? Je crois que c'est un des plus grands prédateurs, en fait, je crois, reconnu comme chasseur, le chat. Puis, en fait, bien sûr, dans les pyramides, on a vu que le chat était présent dans la vie auprès des Égyptiens. Oui. Quand même, on le déifiait, même, on lui portait certaines vertus. L'endroit où on a vraiment documenté la cohabitation entre les chats et les humains, c'est en Égypte, l'Antiquité égyptienne, sous la 22e dynastie, surtout. Et le chat était la déesse Bastet. Bastet était la déesse à la tête de chat. Et son temple se trouvait à Bubastis.
Et Bastet était la déesse protectrice des femmes enceintes et des enfants. Et l'historien Hérodote dit, chaque été, plus de 700 000 pèlerins prenaient des barges pour se rendre à Bubastis pour prier les chats. Le chat était un dieu. Oui, hein? En Égypte de l'Antiquité, les Égyptiens idolâtraient tellement les chats qu'il leur arrivait de payer des rançons pour rapatrier des minous que les étrangers essayaient de sortir de l'Empire. Ben voyons donc, on voulait atteindre le pharaon, on enlevait le chat. Ah oui, non, il les couvrait de bijoux, il les momifiait. Quand un incendie se déclarait, on sauvait les chats. Quand tu tuais un chat, tu pouvais être condamné à mort. Donc le chat était un dieu en Égypte, mais malheureusement, quand il est arrivé en Europe, à la faveur des Grecs et des Phéniciens, l'Europe qui était très chrétien à l'époque, il a été accusé de sorcellerie. Puis on voit encore les traces de ça. Le pape Grégoire IX qui a fait une bulle pontificale pour accuser les chats de sorcellerie, les chats noirs, les messes des hérétiques et Satan qui se présentait. Puis ça vient de là, la peur du chat noir? En Europe, on les a massacrés beaucoup, avant de signer un traité de paix avec les chats. Ah, le chat noir, c'est Grégoire, vraiment? Là, qui, oui, Grégoire avec les sorcières. Mais Grégoire était le plus redoutable avec les chats, donc... Bon. Les Européens massacraient les chats. Et c'est vrai, cette discrimination systémique existe encore avec les histoires d'Halloween, de chats noirs, de Vendredi 13 et compagnie. Là. Mais en Égypte, par exemple, s'il y avait des réseaux sociaux à leur époque, il y aurait des vidéos de chats, eux autres aussi. C'est ce qu'on pourrait croire. Ariane, j'aime beaucoup ce que tu dis parce qu'en réalité, j'ai comme l'impression que la chrétienté craignait peut-être le culte du chat. Le chat était porteur d'un culte de compétition qu'il fallait éliminer, là. Oh, OK, intéressant. J'exagère un peu. Le chat était ce dieu qui crée de l'ombre. Là, on parle des chiens, des chats, mais le troisième prédateur, c'est l'humain, c'est nous autres. Ben oui, bien sûr. Ouais, le troisième prédateur, il est incompétent. C'est deux prédateurs incompétents. Deux prédateurs très, très incompétents, l'humain et le chien. Et t'as un prédateur qui n'a pas perdu la main, tu sais. Puis qui est encore un dieu, en fait, pour revenir à ce que disait Ariane. C'est un dieu encore, le chat. Il est célébré par des centaines de millions de personnes sur la planète. Tu peux tuer n'importe quel animal, ça dérange personne, la biodiversité. Tu peux tuer un bœuf, tu peux tuer un cochon. Si le parc de Longueuil était envahi par des sangliers, il n'y a personne qui va chialer là-dessus. Mais avec les cerfs et les dindons. Un chat encore aujourd'hui, tu deviens la cible à abattre. Ça va passer à la télé. Tu es un chat, ça passe à la télé. Et pourtant, tous les jours, on massacre des animaux que les gens mangent. Ça n'intéresse personne. Alors, il y a toutes ces choses-là que j'ai envie d'aborder, mais avec humour, parce que ce n'est pas une conférence, mais c'est un spectacle d'humour. Donc, il faut que ce soit extrêmement drôle, mais les gens sortent en disant... Je ne verrai plus jamais le chat et le chien de la même façon. Devrait-on s'en méfier ou au contraire les regarder avec respect un peu plus? Peut-être le mélange des deux. Parce qu'à force d'être focusé sur les animaux domestiques qui nous émeuvent, parce que le chien et le chat vont nous chercher des émotions chez nous qui nous donnent envie de les protéger, mais chaque jour, tu as des espèces en quantité industrielle qui disparaissent sur la planète, puis ça nous dérange pas. C'est la biodiversité, je pense qu'on a une indignation sélective là-dessus. Puis l'amour qu'on voue aux chiens et aux chats, qui sont des fantastiques animaux, on gagnerait un peu à l'étendre au reste du vivant. Aux autres espèces. Intéressant. Est-ce que il n'est pas plus important que... le chat n'est pas plus important qu'une abeille, tu sais, ou une guêpe. C'est si intéressant. C'est juste une diversité. Et cette diversité-là, le chat a touché nos émotions parce que c'est un être très sensible, c'est un être qui est délicat et qui lance des cris qui nous rappellent les cris de nos bébés à nous. Et Konrad Lorenz, qui était un biologiste autrichien, disait les humains sont émus par ces animaux-là. Le chat, le chiot, le faon, le blanchon vont nous chercher profondément et on a tendance à les surprotéger par rapport au reste de la biodiversité. Est-ce que c'est vrai que les chiens se sont développés, en fait, d'une certaine façon, ou même leurs sourcils ont été en mesure de développer des expressions humaines qui fait qu'on se reconnaît beaucoup dans le chien? Ah, absolument. Absolument. C'est ça, hein? Parce que le chien, ça fait 15 000 ans. Le consensus, 15 000 ans, Ariane, ça veut dire que le chien est arrivé 5 000 ans avant tous les autres animaux domestiques dans notre vie. Donc, il y a eu le temps de nous apprendre. C'est un animal social qui vient du loup. Le loup est un animal social, l'humain est un animal social.
Les loups vivent en famille dans la même maison, la tanière. Les humains, c'est pareil. Ils élèvent leurs petits en groupe. Chez nous, c'est pareil. Les loups ont un mâle et une femelle alpha. Nous, on avait une roi et une reine, n'est-ce pas? Et ils pratiquent la chasse coopérative, nous aussi. C'est des prédateurs supérieurs, nous aussi. Donc, c'est notre jumeau animalier dans la biosphère, le loup. Donc, quand il est venu chez nous, il nous a regardé puis il a dit, ça, c'est une autre meute différente, des bipèdes. Et à force de lire nos émotions, effectivement, le chien a développé 2 muscles au niveau de la face qui n'existent pas chez le loup et qui facilitent le mouvement. Ben voyons, on voit le blanc des yeux, entre autres, du chien. S'il n'y a pas beaucoup d'espèces d'animaux, on peut voir le blanc des yeux. Non, on le voit, puis non seulement ça, mais c'est ce qui vient nous chercher lui permettre de mimer nos émotions. Ouais. Quand il est content, tu le vois. Quand il est fâché, tu le vois. Quand il a commis une gaffe, et a dit « Oh mon Dieu, je vais me réprimander », tu le vois. Donc, on communique avec lui vraiment... C'est même pas juste par le regard. Le chien est capable de plonger dans ton cerveau puis comprendre exactement ce que tu veux, juste par l'intention. C'est fantastique. Il n'y a que ça à faire. Il est très, très connecté à nous. Oui. Hey, Boucard, as-tu des animaux, toi, domestiques? Non, moi, j'en ai pas ici présentement, mais j'ai grandi dans une ferme. Moi, j'ai toujours eu des chiens, des chats autour de moi. Donc, moi, mon fils est allergique. Ma fille adore les animaux, mais donc ça devient plus problématique, mais j'ai grandi avec les chiens et les chats, donc c'est un univers que je connais quand même assez bien. Donc, Ariane Lee Boucard va roder son spectacle à la salle Carpe Diem 4 soirs. Oui, les 12-13 novembre et les 26-27 novembre à 19h30. Alors, tu vas nous parler de tout ça, Boucard, sous le couvert de l'humour. C'est vraiment extraordinaire. Oui, mais aussi de dire aux gens que comme c'est les premières fois où on passe le spectacle, ça va être les gens qui vont s'inscrire, qui vont aller là. C'est pas payant, c'est gratuit. Ben oui, toi. Vous pouvez venir, je sais pas, Ariane a les détails pour comment faire pour aller dans cette... Effectivement. Il faut des billets, mais c'est gratuit. Ariane, la petite salle, la Carpe Diem est vraiment magnifique. Tout à fait. Oh, merci beaucoup, c'est gentil. C'est un bijou, vraiment. Mais c'est très gentil. C'est une salle de 60 places, par exemple. Oui, c'est tout petit, c'est très intime. On est comme dans le confort de son salon. On va être vraiment en proximité avec Boucard. Puis... En primeur, les gens vont découvrir ça en primeur. Les Longoïois, probablement. Sans doute. Puis comme ils vont s'inscrire pour venir voir ça. Exactement. Comme c'est gratuit, ça va être vraiment premier arrivé, premier servi, mais on peut réserver. Okay. En fait, se mettre sur... En fait, les 60 premiers auront une place. Ensuite, on pourra se mettre sur une liste d'attente. Okay. On passe par le site sallecarpediem.com ou par le site Facebook, la page de la salle Carpe Diem. Et puis, on met la billetterie en ligne là, à l'instant, en cet avant-midi. Donc, il suffit de suivre. Ça devrait être là d'ici midi. Boucard Diouf, quand on parle de rodage, ça veut dire qu'on s'arrête? Ça veut dire que tu as tes textes avec toi? C'est à quoi on doit s'attendre? Ou au contraire, on enfile le spectacle parce qu'on est prêt? Comment on procède? Ben, en fait, le rodage, pour moi, comme c'est les premières dates, j'ai quand même mes textes, mais je m'arrange toujours pour apprendre au moins 80% du spectacle. Puis les gens découvrent le matériel brut parce qu'il n'y a pas de mise en scène, il n'y a rien. Mais il reste quand même que je pense que les gens ont un grand potentiel de sortir de la salle en disant « j'ai adoré ça ». Ben, c'est une autre expérience, là. C'est le fun aussi d'assister à ça. J'ai passé beaucoup de temps à écrire ce spectacle, beaucoup. Sans doute. On va voir aussi certaines versions des blagues qui vont peut-être être légèrement différentes dans le spectacle ou pas, mais c'est intéressant. Exactement, Ariane. C'est vraiment unique. Boucard Diouf, 3 prédateurs et un bungalow. On a très hâte. Je rappelle les dates. Ariane Lee Simard-Côté de Carpe Diem. Là, j'ai ça sous les yeux ici. C'est les 12, 13, 26 et 27 novembre prochains à la salle Carpe Diem, pointdevente.com ou sallecarpediem.com. C'est pas pointdevente.com, c'est vraiment sur le site de la salle Carpe Diem. J'ai ça ici, pointdevente.com. C'est Désolée. Merci, Boucard. Merci, Boucard. Merci, bonne journée. À une prochaine. Bonne journée. Bye. FM 103.3